Cantonal, dernier meeting ce soir, des deux côtés on mobilise au maximum. La Belgique accepte l'installation des euromissiles de l'OTAN sur son sol. Mohamed Mzali, le successeur désigné du président tunisien Bourguiba, vient d'arriver à Paris. Télévision privée en Grande-Bretagne, elle fonctionne sans problème depuis 30 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peut-être vous souvenez-vous de cet informaticien qui, il y a quelques années, avait détourné une somme considérable dans la banque où il travaillait en prélevant de ci de là quelques centimes sur les comptes des clients. Eh bien, on vient de découvrir que ce type de fraude est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Un chiffre étonnant vient d'être publié. On estime qu'en France, 1 milliard de francs a été détourné l'an dernier par des informaticiens indélicats et que cette somme doublera cette année. Hélène Rizacher. Les fraudeurs les plus célèbres sont les hackers, ces jeunes fous de l'informatique qui, en se connectant sur une ligne téléphonique d'entreprise, peuvent écouter les messages et même les modifier en détournant par exemple les ordres de virement d'une banque à leur profit. Cependant, la fraude la plus importante vient du cœur des entreprises, des informaticiens eux-mêmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant très longtemps, l'informaticien était le roi dans son domaine, était presque le roi dans l'entreprise, si vous voulez. Il avait un état dans l'état. Il était le seul à pénétrer dans le sein des seins, vous voyez ici. Eh bien finalement, vous voyez, il n'y a que des informaticiens. Et jamais, quasiment jamais, vous ne verrez le chef d'entreprise venir dans son service informatique. Pourquoi ? Parce que ça lui fait peur, il ne comprend pas, il ne connaît pas. Et finalement, s'est développée une race de gens, des nouveaux technocrates peut-être, qui dominent précisément cette technologie, qui la dominent tellement bien qu'ils sont les seuls à pouvoir la maîtriser et qu'ils peuvent pratiquement faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, l'informaticien est tellement maître de sa technologie qu'on peut le prendre effectivement, statistique à l'appui, que dans un cas sur 27 000. Il n'y a pas très longtemps, en Angleterre, un informaticien avait quitté son entreprise et quelques mois après, le système s'est arrêté. Le chef d'entreprise a reçu un coup de téléphone, je lui ai dit si vous ne me versez pas 10 000 livres à tel endroit, eh bien votre système ne démarrera pas. Il l'a reversé, il a fait la même opération 5 jours de suite. On ne l'a jamais retrouvé. Donc si vous voulez, tout est ouvert aujourd'hui. Et on commence seulement à s'interroger sur les moyens de lutter contre la fraude informatique. Premier système, l'audit ou analyse-surveillance des activités des informaticiens. Dès que l'audit pose le pied sur le sol de la salle, le personnel doit lever les mains. Lever les mains, on arrête tout. J'ai pas dit les mains en l'air, j'ai dit lever les mains pour ne plus toucher ce qu'on fait. Et à ce moment-là, les audits arrivent, ils prennent des photos de l'écran, ils regardent les transactions qui sont en train d'être effectuées. Alors c'est une opération qui est très dissuasive. Donc on introduit la carte dans le lecteur. Après l'audit, la carte à mémoire, grâce au microprocesseur, la puce qu'elle porte, elle permet de coder et d'enregistrer toutes les transactions de l'entreprise. Dès lors, la fraude, elle-même enregistrée, devient décelable. La carte à mémoire serait donc la clé de cette nouvelle lutte contre la fraude informatique. Élection cantonale, c'est l'heure des derniers meetings puisque la campagne sera close à minuit. Alors pour achever notre tour d'horizon de la situation avant le deuxième tour, examinons ce soir d'un peu plus près 2 départements. Dans les 2 cas, c'est un duel très serré où la gauche risque de perdre la présidence du Conseil général. Le premier cas, c'est celui du territoire de Belfort. Gérard Pinson. Le territoire de Belfort a l'habitude d'être considéré comme un test national. Déjà, les élections municipales avaient désigné le plus petit département de France comme significatif des difficultés de la majorité. Cela tient bien sûr à l'importance politique de Jean-Pierre Chevènement, mais aussi à la structure sociale du département avec ses 2 grosses entreprises, Bull et Alstom. Lors des municipales, la gauche avait sauvé les meubles de justesse. Cette fois-ci, la lutte risque d'être encore plus chaude. Sur les 8 cantons renouvelables, le Parti socialiste doit absolument en gagner 4 s'il veut conserver la présidence du Conseil général. L'inquiétude du Parti socialiste est compréhensible si l'on constate que ses candidats doivent gagner entre 4 et 7 points pour battre la droite. La réussite ou l'échec de ce combat se déterminera sur 2 éléments principaux, 2 cas de figure. Premièrement, la droite fait le même score au premier tour. Les reports de voix du Front National sur le RPR et l'UDF se font correctement. La gauche ne parvient pas à mobiliser plus, c'est l'échec pour elle. Deuxièmement, les électeurs d'opposition n'approuvent pas le soutien de l'extrême droite et désertent les bureaux de vote. Le Parti socialiste réussit à drainer encore plus ses partisans hésitants et c'est gagné pour le PS. Sujet d'intérêt particulier mais non accessoire, une visite comme celle de Laurent Fabius jeudi soir fera-t-elle bouger ceux qui traînent des pieds à gauche ?
Réponse dimanche soir. Voyons un deuxième exemple, celui du Val-de-Marne, où là encore, le département risque d'échapper à la gauche. La situation est encore plus spectaculaire puisque tout va se jouer dans un seul canton, celui de Choisy-Est, où s'affrontent le RPR et le Parti communiste. Patrick Dupuis, RPR, a obtenu 19% des suffrages au premier tour. Hélène Luc, conseillère générale sortante, présidente du groupe communiste au Sénat, en a obtenu 33%. Deux interrogations pour le second tour, les suffrages socialistes vont-ils tous se reporter sur le PC et ceux du Front National sur Patrick Dupuis? Je ne maîtrise pas du tout les électeurs du Front National. À eux de juger, je crois que le bon sens l'emportera et je suis certain qu'ils voteront utile. Il y a une grande inquiétude qui est en train de naître à Choisy. Une grande inquiétude parce qu'il serait dangereux et les gens le ressentent. D'ailleurs, les témoignages et les appels que je reçois le montrent. Les gens craignent qu'un candidat RPR qui aurait dans son sillage les voix de Le Pen sème à Choisy-le-Roi, soit générateur, disons, de violence, de haine. La municipalité, communiste depuis 26 ans, soutient bien sûr Hélène Luc. Elle est conseillère générale depuis près de 20 ans, sa campagne est très locale. Patrick Dupuis, lui, s'attaque à un bastion réputé inébranlable en utilisant des thèmes nationaux. Mais les deux candidats pensent surtout à l'enjeu départemental, puisque l'avenir du Conseil général du Val-de-Marne dépend entre autres de celui de Choisy. Si le canton bascule à droite, peut-être l'Assemblée départementale basculera-t-elle avec. Oui, le scrutin dans le canton de Créteil sera également important. Là, c'est un socialiste qui est sortant. Alors, Michel nous dit, au-delà de ce problème des départements qui vont ou non basculer, il y a un autre problème qui se profile derrière, c'est celui des désistements des reports de voies. Tout à fait. Il y a deux problèmes. Et de la même manière, pour la circulation ferroviaire, où un train peut en cacher un autre, un enjeu politique en la matière peut en cacher un autre qui est aussi important que le premier. À première vue, le problème est extrêmement simple. Combien la gauche va-t-elle perdre de conseils généraux sur les 34 où elle est encore majoritaire? Est-ce que l'on sera plutôt autour de la dizaine dans la logique du premier tour? Ou bien est-ce qu'on passera la barre des 15 avec là des conséquences importantes sur le contrôle des conseils régionaux? Cette fois-ci, le Parti socialiste en contrôlera 9 sur 22. Mais au-delà de cette comptabilité électorale, l'enseignement le plus précieux viendra de l'examen des reports de voix. Et d'abord, examen des voix de gauche, pour savoir si la rupture entre le Parti socialiste et le Parti communiste aura laissé des traces sur les électeurs. Mais examen surtout des voix de droite, pour savoir là comment situer exactement la nature des rapports, non pas au niveau des partis, mais dans les urnes cette fois-ci, entre l'opposition parlementaire et l'extrême droite. On peut dire que c'est là la véritable question de l'avenir jusqu'aux élections législatives de 86. Et que si les reports sont excellents dans tous les sens, dans le sens extrême droite, droite parlementaire, extrême droite, M. Le Pen risque fort d'avoir fait un cadeau tout à fait empoisonné ou au moins compromettant à l'opposition parlementaire. Après tout, en politique aussi, les victoires à la Pyrrhus, ça existe. L'indice des prix de février a été publié aujourd'hui, 0,5%, même chose, même indice qu'en janvier. Sur les 12 derniers mois, l'inflation s'élève à 6,4%. Le ministre de l'économie, Pierre Bérégovoy, est satisfait de ce chiffre et il en conclut qu'il faut continuer d'encourager la concurrence. Au Brésil, le régime militaire a officiellement pris fin aujourd'hui, mais le nouveau président, Tancredo Neves, n'a pas pu prendre ses fonctions tout de suite. On l'a opéré d'urgence hier soir à la suite d'une crise d'appendicite. C'est donc le vice-président, José Sarney, qui a prêté serment à sa place aujourd'hui, et c'est un peu un paradoxe puisqu'à la différence de Tancredo Neves, opposé depuis le début au régime militaire, José Sarney, lui, y avait participé. Frédéric Astou. José Sarney, 54 ans, que l'on voit ici prêter serment devant les parlementaires brésiliens, a effectivement été l'un des défenseurs du coup d'État de 1964. Ancien gouverneur, ce conservateur fut même président du PDS, le parti de droite proche des militaires. Mais en juin dernier, il décidait de démissionner en raison de son opposition au candidat de son parti à la présidence de la République, M. Paulo Maluf. Ce qui l'a amené à rejoindre Tancredo Neves, le candidat de l'opposition. C'est donc M. Sarney qui va assurer l'intérim de la présidence de la République en attendant que M. Neves se rétablisse derrière les murs de cet hôpital et prenne réellement ses fonctions dans une mitaine de jours. Cette décision a été prise à cause des impératifs de la Constitution brésilienne qui déclare vacant le poste de président si celui-ci n'est pas assumé dans les 10 jours par le chef de l'État lui-même ou par le vice-président. Malgré ce contretemps, la démocratie a officiellement retrouvé ses droits cet après-midi au Brésil. Dans une ambiance de fête, 50 000 personnes ont acclamé le nouveau gouvernement civil à son arrivée à Brasilia.
La Belgique va finalement accueillir les euromissiles. Après plusieurs semaines d'incertitude et de menaces d'une crise politique, le Premier ministre vient d'annoncer aujourd'hui que 16 missiles de croisière de l'OTAN pourront être installés immédiatement dans une base proche de Bruxelles. Comme on l'imagine, Washington s'en réjouit et Moscou s'en indigne. Hubert Coudurier. Wilfried Martens, le Premier ministre belge, l'a annoncé aujourd'hui devant le Parlement. 16 missiles sont livrables immédiatement à la base aérienne de Floren. 32 autres sont prévus pour la fin 87 ou au plus tard à la mi-88. Une installation qui s'effectue dans le cadre de la double décision de l'OTAN en 79, prévoyant le déploiement des missiles américains Pershing et Cruise sur le théâtre européen pour établir l'équilibre face aux SS-20 soviétiques. Volant à 800 km/h à très basse altitude, les missiles de croisière sont difficiles à détecter. Munis d'un système électronique de guidage, ils calculent leur trajectoire en fonction du relief. D'où l'inquiétude des soviétiques attisant les mouvements pacifistes qui se sont manifestés à travers toute l'Europe. C'est toutefois en Belgique que la protestation antinucléaire avait été la plus forte, avec un défilé de 300 000 personnes à Bruxelles à la fin 83. Ventre mou de l'Alliance, l'hypothèque belge semble donc levée, même si ces implantations suscitent encore une opposition importante. Mais le calendrier de l'OTAN est respecté, ce qui donnerait actuellement 118 fusées à l'ouest contre 400 à l'est. Et cela n'a pas empêché, comme le craignaient certains, la reprise des pourparlers américano-soviétiques de Genève. Dans un climat relativement serein, la fermeté aura donc été payante. À Téhéran, 6 personnes au moins ont été tuées ce matin dans un attentat commis à la mosquée de l'université pendant la prière du vendredi. La capitale iranienne a connu d'autre part une nouvelle alerte aux bombardements aériens. Quant aux combats terrestres avec l'Irak, ils se poursuivent dans la zone des Marais et ces combats auraient fait 15 000 morts et blessés parmi les seuls Iraniens depuis le début de cette semaine. C'est ce qu'indiquent à Paris les Moudjahidines du peuple. Le Premier ministre tunisien, Mohamed Mzali, vient d'arriver à Paris pour une visite officielle de 3 jours. Cet après-midi, il s'est entretenu avec François Mitterrand à l'Élysée et en ce moment même, il dîne à l'hôtel Matignon avec le Premier ministre, Laurent Fabius. Une visite intéressante sur le plan politique puisqu'on sait désormais depuis le week-end dernier que M. Mzali sera bien le successeur du président Bourguiba. Il a été désigné officiellement. Qui est donc cet homme de 60 ans qui exerce déjà en Tunisie une grande partie du pouvoir réel? La réponse de Richard Tripot. Mohamed Mzali est un homme sportif. 3 fois par semaine, il s'entraîne avec quelques-uns de ses ministres sur un stade de Tunis. Ici, pas question de compétition. La lutte pour la première place, elle se fait ailleurs, dans les coulisses du pouvoir. Ou plutôt, elle se faisait, car depuis samedi dernier, les choses sont claires, Mzali sera le successeur d'Habib Bourguiba. C'est en clôturant le congrès du parti d'Estourien, son parti, que le combattant suprême a nommément désigné son Premier ministre comme successeur, ajoutant « Je n'ai pas de crainte quant à l'avenir de l'État ». Mohamed Mzali est le Premier ministre du gouvernement tunisien depuis 4 ans. Ce diplômé de philosophie, spécialiste de la culture arabe, est considéré comme un homme intègre, libéral et démocrate. C'est lui qui a imposé la création de plusieurs partis d'opposition. Ils sont aujourd'hui 3. Des partis d'opposition qui ne se privent pas de dire qu'ils sont victimes de tracasseries. Si tracasseries il y a, c'est normal, parce que la politique, c'est ça. La politique, c'est une course, une lutte pour le pouvoir. À mon avis, une course pour le pouvoir afin de mieux servir la communauté. Mais en attendant d'arriver au pouvoir, eh bien, ce n'est pas facile. Mohamed Mzali affirme que le multipartisme et la libéralisation sont choses irréversibles en Tunisie. Il est vrai que dans les rues de la capitale, les kiosques à journaux regorgent de titres nationaux et étrangers. Mais Al-Moustakbal, l'organe du parti d'opposition MDS, vient d'être suspendu pour 6 mois. Il avait trop durement critiqué les pouvoirs régionaux. Démocratisation, certes, mais avec prudence. Premier ministre depuis 4 ans, Mohamed Mzali a déjà eu le temps de se faire connaître dans le monde entier. Il dit d'ailleurs aimer la diplomatie. Pour lui, la France fait partie des partenaires privilégiés de la Tunisie, mais un partenaire qui pourrait faire mieux dans la coopération avec son pays. Il faudrait considérer que la Tunisie est un partenaire, et non pas seulement un marché. Il faudrait considérer que la Tunisie est peuplée de 70% de Tunisiens qui ont moins de 30 ans, et qu'il faut discuter autrement. Il faut que la France joue un rôle pour protéger les intérêts de la Tunisie auprès du marché commun. Et tout cela, c'est possible. Il faudrait ne plus parler des séquelles de l'ère coloniale, n'est-ce pas, de quelques petits problèmes, n'est-ce pas, qui nous empoisonnent. Il faut voir l'avenir.
Sur le plan culturel, il y a beaucoup à faire. Sur le plan politique, nous pourrions nous concerter davantage. Mais tout cela parce que j'estime qu'on peut faire mieux. Mais je dis sincèrement que ce qui est maintenant est satisfaisant. Qu'on ne s'y trompe pas, même confirmé comme futur président, Mohamed Mzali continue à franchir tous les matins ses grilles, celles du palais d'Habib Bourguiba à Carthage. Ainsi, tous les jours, il indique que le véritable chef de l'État reste le combattant suprême. Moi, je dis, je fais mon boulot, je fais mon travail. Et l'avenir appartient à Dieu. Moi, je peux tout de même me faire écraser au cours d'un accident de voiture. Je peux avoir un accident. Vous savez, le président Bourguiba peut vivre encore 10 ans, 15 ans. Personne ne peut faire. Donc si je ne pense qu'à ça, ben, ça fausse tout. Donc moi, je me dis à chaque jour sa peine, et je suis un peu heureux, puisque je suis protégé par la bénédiction du président, et que les grands choix sont faits par le chef de l'État. En d'autres termes, j'apprends mon métier. Conforté par la caution morale du président, Mohamed Mzali a donc triomphé des ambitions personnelles et des querelles de palais. Après, il lui faudra maintenir le consensus social et politique établi depuis 30 ans autour de la personne d'Habib Bourguiba. Ce sera sûrement là sa tâche la plus difficile. L'avenir de la télévision est d'actualité en ce moment, puisque la semaine de l'audiovisuel qui se termine à Paris nous a permis de découvrir de nombreux projets de télévision privée en particulier. Dans les débats, on fait souvent référence à l'exemple de l'Italie, qu'on présente généralement comme un repoussoir. On parle moins de la Grande-Bretagne, où les télévisions privées existent pourtant depuis 30 ans sans avoir provoqué pour autant une explosion incontrôlable. L'enquête de Claude Guénaud. Après 30 années de coexistence sans nuage entre télévision publique et télévision privée, le climat s'est nettement rafraîchi depuis 3 mois en Angleterre. Au cœur de la brouille, Dallas, la célèbre série américaine, diffusée depuis toujours par la BBC et qui lui a été soufflée par sa concurrente privée, qui l'a rachetée 2 fois plus cher aux Américains. Un manque de fair-play qui a mis en lumière les difficultés de la BBC, financée uniquement par la redevance. En revanche, avec la publicité, les chaînes commerciales connaissent l'opulence. Une opulence qui se ressent dans la qualité des programmes d'ITV, le réseau privé qui caracole en tête des sondages d'écoute et très populaire. Which channel do you prefer? I prefer ITV, actually, Yorkshire Television. I think it's all marvellous, and I think the photography is absolutely superb, some of the programmes. What do I watch? I watch everything, all news. ITV. ITV. Les Britanniques ont eu leur 4e chaîne il y a 3 ans, Channel 4, une télévision commerciale nationale. ITV, lancé dès 1955, est en revanche un réseau d'une quinzaine de stations régionales financées par la publicité. Certaines, comme à Guernesey, ne touchent que quelques milliers de personnes, d'autres plusieurs millions, comme Thames à Londres. Toutes font partie d'une association où s'échangent les programmes. Par exemple, Coronation Street, produite depuis 25 ans par la télévision de Manchester, est diffusée dans toutes les stations régionales privées. Pour l'information, chaque station a ses nouvelles régionales, plus des journaux nationaux élaborés par une autre société, ITN, et diffusés dans la même heure dans tout le pays. Pour coiffer cette quinzaine de télévisions ainsi que les radios privées, une haute autorité qui attribue les autorisations d'émettre renouvelables tous les 8 ans. Un renouvellement pas toujours automatique, plusieurs stations en ont fait la mère expérience. Et puis, la haute autorité veille aussi à la protection de la culture britannique. Pour la BBC, comme pour les télévisions privées, il est stipulé que pas plus de 14% des programmes diffusés par chaque station ne peuvent provenir d'un pays extérieur au marché commun. Ces 14% autorisés sont essentiellement des productions américaines. Non seulement on ne peut avoir autant de programmes américains qu'on le souhaiterait, mais la publicité est elle aussi limitée. La haute autorité est très stricte là-dessus. La publicité est un gâteau difficile à partager quand elle rapporte gros. 5 millions de livres en 84 pour Yorkshire Television. On est ici aux antipodes de l'Italie. 4 chaînes seulement, dont 2 privées, mais des chaînes de qualité et jalousement défendues. Au cours des dernières années, nous avons créé une nouvelle télévision indépendante, Channel 4, et puis en même temps la télévision du matin.
Donc deux nouveaux programmes qui ont mis un certain temps à obtenir de la publicité qu'il leur faut pour être rentables. Donc la réponse à « y a-t-il de la place pour d'autres télévisions commerciales ?» est qu'il ne faut pas aller trop vite. Nous sommes contents de ce que nous avons en ce moment. Content, vraiment? Tout le monde n'est pas de cet avis. America's good. There are about 40 or 50 channels, haven't they? Choice. And what? Cartoons. Porn. More music. More films, you know what I mean? Films. Well, music, really. Le dernier point pour cette semaine maintenant sur l'état des marchés financiers avec Henri Leray. À Paris, la semaine boursière s'achève avec un dollar qui continue sa progression. En Europe, le dollar a continué sa lente mais sûre progression. Aux États-Unis, il est nettement plus hésitant ce soir, à la suite de nouvelles alertes sur la situation des banques de l'État de l'Ohio notamment. Affaire à suivre et dollar à 10 francs 39 à Paris. La bourse de Paris, qui va s'enrichir d'un marché à terme de produits financiers, nous vous l'annoncions hier soir, a bien terminé la semaine en consolidant ses positions, les positions des valeurs françaises bien entendu, lesquelles ont encore gagné 0,09% aujourd'hui. À New York, en revanche, le bilan de la semaine n'est pas reluisant du tout. Le marché reflète à la fois les incertitudes sur la croissance économique et sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le temps demain, toujours des giboulées, c'est de saison. Elles viendront du nord-ouest et elles gagneront dans la journée les Charentes, l'Aquitaine, le centre. Dans la soirée, elles s'étendront jusqu'au Jura, aux Alpes et aux Pyrénées. Il pourra neiger au-dessus de 300 mètres sur les reliefs. Quant aux températures, elles vont rester demain partout inférieures à la normale saisonnière. Il gèlera encore demain matin sur la plupart des régions, sauf près des côtes. Les pronostics de M. Courtine pour le tiercé qui se dispute demain à Saint-Cloud. Sur 23 partants, il a choisi le 21, qui est son joker, le 13, le 17, le 4, le 15, l'As et le 20. Demain soir, nous nous retrouverons à 21h50. Passez une excellente fin de soirée sur la 3. Et avant de vous quitter, je vous rappelle, comme d'habitude, les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Cantonal, la campagne se termine à minuit. Des deux côtés, on appelle les électeurs à se mobiliser. Euromissile, la Belgique vient de dire oui, les premières armes seront installées d'un jour à l'autre. Tunisie, le successeur désigné de Bourguiba, Mohamed Zali, est en visite officielle à Paris. Fraude informatique, les gangsters en col blanc détourneront 2 milliards de francs cette année.